Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui est apparu chez Gallimard Jeunesse, Fleurs de saison, d'Emmanuel Kessir-le-Petit et Léa Maupetit. Alors, au fil des saisons, suivez la ronde des fleurs qui se succèdent au jardin, majestueuses, champêtres, délicates, exubérantes, discrètes, comestibles. Découvrons ensemble leur origine, leur couleur, leur parfum. Laissons-nous séduire. Nous allons tout de suite commencer par les fleurs de l'été, puisque nous y sommes. Alors, dans les fleurs de l'été, si je commençais par le tournesol, qui est vraiment la fleur de l'été, on en voit tout le long des routes, puisque maintenant, nous consommons l'huile de tournesol. J'ai un faible pour les graines de tournesol. Sachez que le tournesol est très utilisé en cosmétique également. Il attire les abeilles qui fabriquent un miel. C'est une plante mellifère en fait. Il purifie le sol, il permet la décontamination des sols radioactifs comme Tchernobyl ou Fukushima. Il est originaire du Pérou. Et cette plante est cultivée depuis 4000 ans pour ses graines, justement, dont on extrait la fameuse huile de tournesol. Et si nous parlions de l'amarante, dont on pensait et on a toujours dit que les graines étaient miraculeuses. Est-ce ridicule? Eh bien non, chers amis. Ces graines sont très riches en protéines, en vitamines, en minéraux. Elles n'ont pas de gluten et elles ont un rôle stimulant sur le cerveau et les muscles, les os, le cœur, le sang, la peau. Elles préviennent le diabète et le cancer. Elles ralentissent le vieillissement. Alors, très utilisées en phytothérapie. Nous allons parler d'une fleur envoûtante, le lys, qui est la majesté faite fleur. On la connaît depuis l'Antiquité. Les Hébreux déjà la vénéraient pour son parfum entêtant et envoûtant. Les pétales et le bulbe du lys contiennent de l'acide borique, qui est un excellent antiseptique qui soigne les blessures, éloigne les insectes et détient même, quoi donc, chers amis, le secret de la jeunesse. Nous allons parler maintenant d'une fleur que j'affectionne tout particulièrement, qui est belle, mais qui peut être dangereuse, le pois de senteur. Pourquoi dangereuse? En anglais, cette fleur répond au doux nom de sweet pea, pois sucré. Mais attention, ces pois sont toxiques. Les graines contenues dans sa gousse peuvent provoquer une maladie neurologique, le lathyrisme, qui provoque la paralysie des membres inférieurs. Alors, regardons-la, apprécions-la, mais de loin. Par contre, la capucine, chantons la capucine, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Waouh! Cette comptine nous vient de la Révolution. À l'époque, c'était la famine. Le peuple affamé mangeait des capucines. Mais maintenant, au XXIe siècle, nous mangeons des capucines en nouvelle cuisine, très élaborée pour son petit goût un petit peu acide. Elle a été ramenée par les explorateurs d'Amérique, bien sûr. Et si nous parlions de la marguerite, on l'aime ou on l'aime pas, mais beaucoup, passionnément ou pas du tout, on l'effeuille comme sa petite sœur, la pâquerette. Dès qu'il fait bon et chaud, la voici qui pointe au-dessus de l'herbe. Pourquoi faire? Pour nous conter fleurette, pardi. Alors, la reine, Madame la reine trône parmi nous, la rose. C'est l'histoire d'une petite fleur toute simple qui bordait
les champs, les bords de chemin, mais qui a été petit à petit, qui a pris ses cartes de noblesse avec un parfum entêtant mais léger, avec une signification, c'est et ça restera la fleur de l'amour. Offrir une rose, c'est toujours dire je t'aime. Si elle est rouge, c'est la passion. Rose, la tendresse. Jaune, l'amitié. Blanche, la pureté et la fidélité des sentiments. Alors, bonjour, Madame la Rose. C'est aujourd'hui la rose. Et là. Merci, Françoise Hardy. Et nous passons à l'œillet. L'œillet qui, pauvre fleur, a mauvaise réputation. Pourquoi? La mauvaise image de l'œillet vient du fait qu'à l'époque de la Révolution, et au XIXe siècle encore surtout, les directeurs de théâtre l'offraient aux comédiennes dont ils voulaient se séparer. Mais quand on parle des révolutions, sachez qu'au Portugal, dans les années 70, sa fleur a servi de signe de ralliement aux révolutionnaires en lutte contre la dictature de Salazar, d'où la révolution des œillets. Et si nous faisions une petite balade dans le Negev avec les champs de coquelicots? On dit que le coquelicot vient du Maghreb. Il appartient à la famille du pavot. Ses pétales contiennent un alcaloïde qui fait dormir. Et autrefois, on en mélangeait à la bouillie des enfants avant de les envoyer se coucher. On l'a baptisé à un moment coquelicoque, tant sa fleur nous rappelait la crête de coq, animal symbole de la France. Alors le bleuet. Le bleuet de France est le symbole du souvenir des combattants de la Première Guerre mondiale. Il est porté en cocarde sur la poitrine le 11 novembre qui commémore l'armistice. En effet, dans la boue des tranchées, il apportait un peu d'espoir et de beauté aux soldats. Comme vous voyez déjà, en énumérant ne serait-ce que ces fleurs-là, on a de quoi dire, de quoi chanter. Et nous arrivons tout de suite après l'été à l'automne avec l'anémone. Alors attention, l'anémone, qui est originaire de Méditerranée, est une fleur protégée. Interdiction de l'accueillir. Qu'elle est belle. Elle emporte, le vent emporte ses graines plumeuses au loin lors des brises printanières ou des premières bises d'automne. Mais attention, là aussi, admirons-la, mais sans la tripoter ni la croquer. La belle anémone est aussi une fleur vénéneuse. Le dahlia, qui est originaire des hauts plateaux du Mexique, on le cultive à des fins alimentaires, comme la patate, mais son goût amer dissuade vite nos fins palais. Alors, laissons-la être belle. Mais si on doit manger quelqu'un, ce sont les pistils du crocus, qui a été d'abord cultivé pour ses vertus médicinales et colorantes. En fait, on teintait la peau, et ça se fait toujours en Inde, lors des rites religieux. Aujourd'hui, on l'utilise en cuisine. Mais la fleur est toxique. Il n'y a que le pistil qui soit comestible. La fleur, une fois fanée, produit une capsule de graines qu'autrefois les enfants aimaient entrechoquer pour jouer comme quand on jouait aux billes. Ne parlons pas du chrysanthème, laissons ça pour le début novembre, mais partons vers le cyclamen, qui est souvent vendu en pot pour égayer les salons en hiver. C'est un symbole d'amour sincère. Le cyclamen serait, messieurs, mesdames, aphrodisiaque. Sur le rebord de fenêtre d'une chambre conjugale, il entretient, paraît-il, qui donc? Le bonheur des amoureux. Ah, le gardénia. Le nom vient de garden,
car il a été baptisé par le célèbre botaniste écossais Alexander Gardner. À l'époque, on pensait, et ça revient maintenant, que la fleur attirait les ondes positives. Et ainsi, nous arrivons à l'hiver. L'hiver, avec une fleur que j'aime beaucoup, mais attention, ne nous y frottons pas, elle est vénéneuse. Je veux parler de l'ellébore ou rose des neiges, qui se décline en rose, en blanc, mais il y a également l'ellébore noir, un violet très foncé, qui était une fleur utilisée justement au Moyen-Âge par les sorcières pour leur magie noire, bien sûr. Le camélia. Ah, le camélia. En France, il devint célèbre lorsque l'impératrice Joséphine, épouse de Napoléon, en fit sa fleur de prédilection. Alexandre Dumas le promut ensuite symbole du romantisme dans La Dame aux camélias. Un petit clin d'œil à mon amie Hélène. Le camélia fut aussi le chouchou de qui? Coco Chanel. On pourrait également vous parler du perce-neige, qui éclot au milieu de l'hiver. Et en fait, il faut savoir que dans son bulbe, il contient de galantamine, qui est un alcaloïde utilisé dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Attention, il est toxique. Il peut provoquer de graves soucis digestifs. Le mimosa avec février et on ne peut pas ne pas penser à Menton et à Nice. La pensée, qui est très proche de la violette, sa cousine. Seule différence, la position de leurs pétales et leur couleur. Mais attention, si je vous dis tout ceci, c'est parce que toutes ces fleurs sont utilisées également en phytothérapie et je vais vous parler maintenant du printemps avec la tulipe qui, paraît-il, est la fleur de la déclaration d'amour. On est prêt à tout pour sa belle. Moi, je préférerais le myosotis, dont j'aime beaucoup la couleur, qui est d'ailleurs devenu un symbole. Le myosotis, dans toutes les langues, veut dire « ne m'oubliez pas ». Et si l'on parlait du magnolia, qui dans le langage des fleurs dit « je te serai fidèle et je t'aimerai toujours ». Ah, ça, nous arrivons au cerisier du Japon, qui s'appelle Sakura au Japon, qui ne donne ni cerise ni prune. En avril, au parc de Sceaux, il y a la fête des cerisiers du Japon. Cerulata signifie l'espèce. Elle fait référence au bord finement dentelé des feuilles de l'arbre. Les fleurs apparaissent groupées par bouquets. Et on ne peut pas parler du printemps et parler du 1er mai. À qui fais-je allusion? À la fête du muguet, qui ne souffre pas de la concurrence. Et attention, tout dans le muguet est toxique. Il empoisonne tout ce qui l'entoure. Aucune fleur ne lui résiste et ne peut pousser à ses côtés. Et on va terminer le printemps avec une fleur dont le parfum est très très agréable, le lilas. Il est une plante robuste qui résiste au froid et pousse partout, même dans les cailloux. Il drageonne en émettant de nouvelles pousses à partir de sa base et gagne vite du terrain. Même ces fleurs aiment se protéger. Leur goût amer dissuade les bêtes de les brouter. Ah, bonne idée! Alors, si je parle de phytothérapie, je vais terminer cette émission en vous rappelant une histoire qu'on vient de me rapporter et qui est tout à fait symptomatique de l'enseignement et qui doit être vue, je pense, en fac de pharmacie. Un vieux monsieur avait pris l'habitude d'envoyer des photos de fleurs à une jeune femme de 50 ans
pharmacien de son état, mais qui n'avait jamais exercé, la suite va vous le prouver. Et un jour, en recevant ses photos de fleurs, elle lui répond « Oh, c'est magnifique, tu aimes les fleurs, oh là là, tu t'en occupes? Oui, j'ai un jardin, je m'en occupe. Oh, il va falloir que tu m'apprennes tout ça, car moi, vois-tu, je suis nulle en histoire géo. » Alors, madame, revoyez, faites quelques années en arrière, retournez en faculté de pharmacie pour apprendre ce que c'est qu'une fleur, et ce que c'est qu'une date historique et une région géographique. Bonne lecture de Fleurs de saison aux éditions Gallimard Jeunesse. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.